Bonjour à tous, l'heure des pros, tous les jours entre 9h et 10h. Voici le sommaire ce matin. C'est l'histoire d'une vidéo postée mercredi et cliquée par plus de 7 millions de personnes ce vendredi. Sabrina Aurora, c'est son nom sur Facebook, est interne. Elle s'adresse à Marisol Touraine et elle décrit sa vie quotidienne à l'hôpital. Sabrina Aurora est avec nous ce matin. Est-ce que l'hôpital public est en faillite? Que se passerait-il si une épidémie de choléra frappait la France? La France découvre que son hôpital, c'est parfait, sauf en cas d'urgence. Et on va évidemment en parler. Quel ennui, quelle tristesse, le grand sommeil, le débat de la primaire de gauche n'était précisément pas un débat. Vincent, François, Manuel et les autres, courage et félicitations à ceux qui sont allés au bout. Match nul, 0-0. Jean-Luc Mélenchon est-il le vrai candidat du PS? Réalise-t-il une OPA hostile sur ce vieux parti qui ne sait plus dans quelle direction aller, tiraillé par des courants contradictoires? Mélenchon a annoncé ses 500 parrainages hier. Il sera candidat quoi qu'il arrive et jusqu'au bout. Bonjour à tous. Bonjour Sabrina Aurora. Mais ce n'est pas votre nom. Ce n'est pas votre vrai patronyme, Sabrina Aurora, c'est celui qu'on trouve sur Facebook. Vous appelez Sabrina Ali Benali et vous êtes donc interne dans les hôpitaux de Paris et vous avez donc interpellé le ministre en expliquant votre quotidien. Voilà. 9 ans d'études pour le moment interne. C'est ça, là j'en suis à 8. Médecine générale. Médecine générale. À côté de vous, bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes. Voilà, et je suis médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Et de la même manière, vous nous décrirez votre quotidien. Eugénie Bastier du Figaro, bonjour. Bonjour. Laurent Geoffrin, Bonjour. Vous n'êtes pas endormi hier soir? Non, mais je vais en parler. Je trouve que vous êtes un peu... Comment dire? C'est un peu automatique. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un spectacle, il faut mettre des langues de belle-mère, des nez rouges pour vous plaire. On préfère Trump, on préfère la politique spectacle. Quand il n'y a pas de politique spectacle, on dit c'est ennuyeux. Non, mais quand il y a du spectacle, on dit ils s'invectivent, c'est horrible. Ils ne peuvent jamais gagner, ces gens-là. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais le grand sommeil, c'est aussi métaphorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée, peut-être, hier soir. Mais c'est pas vrai du tout, ça. S'il y a des idées, on peut les contester, bien sûr. Le revenu universel, vous trouvez d'en parler pendant 20 minutes, alors que ça ne se fera peut-être jamais, vous trouvez que c'est intéressant? Non, attendez, s'il n'y a jamais d'idées qui sont difficiles à faire et qui sont plus ou moins utopiques, effectivement, il n'y aura jamais d'idées. On va parler gestion, oui, on va augmenter de 2% telle chose, puis 3%. Là, c'est un projet de société. On peut dire que c'est un projet qui n'est pas réaliste, mais c'est un projet. Donc, en tout cas, on en parlera, puisque le débat, c'est la vie. Yvan Rieufol, éditorialiste du Figaro. Mais on va donc commencer par cette histoire de vidéo. Et vous l'avez posté mercredi, j'ai dit 7 millions de clics. Ça ne veut pas dire que 7 millions de personnes l'ont vu, mais c'est 7 millions de clics. Et pour ceux peut-être qui ne l'ont pas vu, je vous propose cet extrait qui donne le ton, la couleur de votre intervention quand vous interpellez Marisol Touraine, ministre de la Santé. C'est quoi cette grosse blague? J'ai vu ça ce matin. Madame Touraine demande à ce qu'on repousse les opérations en urgence pour ouvrir des lits à l'hôpital. Mais c'est tous les jours l'état d'urgence, Madame Touraine, à l'hôpital. À la bonne opération de communication, genre j'ai pris mes responsabilités, patin couffin. Je vais vous expliquer ma journée en fait, Madame Touraine. En fait, moi je suis interne, donc en ce moment aux urgences, et la semaine dernière, je devais transférer une dame qui s'est présentée avec une insuffisance cardiaque assez sévère, une dame de 75 ans, qu'il fallait donc transférer vers une unité de soins intensifs cardiologiques assez rapidement. Vous savez combien j'ai appelé d'hôpitaux, Madame Touraine, pour la transférer? J'ai appelé 11 hôpitaux de l'Île-de-France. 11 hôpitaux et pas un n'avait un lit disponible là, pour recevoir madame. Voilà ce que c'est. La vérité, c'est qu'on a dû garder cette dame toute la nuit sur un brancard amélioré aux urgences alors que la dame a 75 ans et qu'elle devait aller dans une unité de soins intensifs de cardiologie. Bon, donc 7 millions de clics, c'est énorme, ce qui montre que la communication aujourd'hui a incroyablement changé, parce qu'il y a quelques années, évidemment, il aurait fallu que vous passiez par un média pour expliquer ce quotidien. Moi, ce que je retiens de votre intervention, vous dites, l'état d'urgence, c'est tous les jours. C'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on découvre, en tout cas nous, les Français, c'est votre quotidien tous les jours? Ce problème, oui, c'est notre quotidien tous les jours. Le problème de trouver une place pour un patient, le problème d'avoir des urgences qui débordent et de pas arriver à être suffisamment présent pour nos patients, à les écouter, le problème de les faire sortir rapidement. Aujourd'hui, même dans les services hors urgence, c'est limite en staff le matin si la principale préoccupation est de savoir quand est-ce qu'il sort plutôt de caler son Donc finalement l'épidémie ne change rien, simplement il y a un projecteur des médias parce que il y a d'abord des personnes qui sont décédées, que la grippe est importante, mais autrement votre quotidien il est le même
avec épidémie ou hors épidémie. L'épidémie ne fait qu'aggraver nos soucis quotidiens parce que c'est du monde en plus qui fait retarder d'autres chirurgies de gens qui attendaient des chirurgies programmées. Alors, ça serait pas si terrible. De fait, n'importe quel responsable politique responsable ferait la même chose. C'est-à-dire, sur une épidémie, il faut libérer des lits. Là, le problème, c'est quand vous êtes déjà à flux tendu et que tous les jours, on a ce problème de lits, de ne pas savoir où transférer, qu'on a des patients qui attendent des heures dans des ambulances avant de pouvoir être hospitalisés quelque part, ou comme je vous le dis, que moi, je peux passer jusqu'à 1h30, 2 heures au téléphone pour une seule patiente, au lieu de m'occuper des gens qui arrivent pour la transférer. Et ça, c'était pas en moment d'épidémie de grippe. C'est tous les jours qu'on a ce souci-là. Vous êtes Christian Prudhomme, Christophe Prudhomme, vous êtes président de l'association des médecins urgentistes. Est-ce que la situation a changé depuis 10 ans ? Non, vous savez, ça fait 10 ans que je viens sur les mêmes plateaux pour répéter la même chose. Voilà, sauf que nous ne sommes pas entendus. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que la situation s'aggrave. C'est-à-dire qu'à force de demander à l'hôpital de faire des économies, de réduire le nombre de lits, eh bien, d'année en année, la situation est de plus en plus catastrophique. Et puis, vous savez, ça a des conséquences sur la santé des patients. Parce qu'on a des études aujourd'hui qui montrent que quand une personne comme celle dont parlait Sabrina tout à l'heure attend pendant 2 à 3 heures, voire plus, d'être hospitalisée dans un service spécialisé de soins intensifs, la mortalité augmente, la pathologie équivalente, jusqu'à 30%. Vous voyez, donc le dysfonctionnement du système de santé entraîne des conséquences graves pour les malades. Si je synthétisais, on découvre qu'il n'y a pas assez de lits, qu'il n'y a pas assez de médecins, qu'il n'y a pas assez de personnel soignant, qu'il n'y a pas assez d'urgentistes. Mais est-ce qu'on sait le nombre de lits, par exemple, qui ont diminué depuis 10 ans dans les hôpitaux ? 100 000 lits ont été supprimés en 15 ans. Alors qu'on fasse de la chirurgie ambulatoire, c'est très bien, c'est un progrès médical fantastique. Mais ce que nous ne demandons pas toujours plus. Nous demandons aujourd'hui que quand on ferme des lits de chirurgie, ça ne soit pas une fermeture nette, mais que ça soit transformé en lit de médecine. Parce que les besoins du 21e siècle, c'est une population vieillissante qui est atteinte de pathologies chroniques. Et quand vous avez une pathologie chronique, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance respiratoire, et que vous avez en plus la grippe, eh bien, il faut être hospitalisé dans un lit. Et que l'objectif ne soit pas de vous faire sortir le plus rapidement possible. Mais si vous avez besoin d'être hospitalisé 8, 10 jours, 15 jours avant de pouvoir rentrer dans de bonnes conditions à domicile, eh bien, il faut qu'on puisse vous garder 8, 10 jours, 15 jours dans un lit adapté, dans un hôpital où il y a suffisamment de personnel pour que ces lits soient ouverts. Alors, j'ai l'impression, Eugénie, que tous les 10 ans, à l'occasion ou d'une épidémie ou d'un souci de santé comme pour la canicule en 2003, les projecteurs viennent sur l'hôpital et qu'après, rien ne se passe finalement. Oui, mais quand vous écoutez les gens qui travaillent à l'hôpital, ma mère est médecin à l'hôpital public et elle me raconte très bien qu'il y a en effet un déficit de médecins et de lits. C'est vraiment une évidence, quoi. Et, il y a eu quand même un plan d'économie de 3 milliards d'euros en 3 ans, ces 3 dernières années, avec 16 000 lits supprimés. Donc il y a des choix politiques derrière. Le choix de faire des cures d'austérité et d'économie à l'hôpital public a des conséquences. Aujourd'hui, on le voit à l'occasion de ces épidémies. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choix politiques derrière. Et il faut se poser la question, quelles sont les priorités en matière d'économie ? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui en priorité ? Ce qu'on demande, c'est... vous savez, c'est pas que l'hôpital. Ce que révèle la grippe, c'est la crise de l'ensemble de notre système de santé. Il faut plus de médecins généralistes. Alors, c'est le numerus clausus aujourd'hui. Il faut supprimer le numerus clausus. Aujourd'hui, qu'on soit obligé, pour que des jeunes Français soient obligés d'aller faire leurs études en Roumanie, qu'on soit obligé d'importer massivement des médecins, un nouvel inscrit sur 4 au Conseil de l'Ordre, depuis quelques années, a eu son diplôme à l'étranger. Donc il y a un problème. Donc plus de médecins généralistes, mieux répartis sur le territoire. Que disent d'ailleurs les politiques sur le numerus clausus ? Les politiques, ils ont peur. Ils ont peur, ils ne savent pas prendre une décision. Donc il y a des lobbies, il y a un certain nombre de nos collègues médecins qui ne veulent pas qu'on augmente le numerus clausus parce qu'ils sont attachés effectivement à leur... C'est comme les chauffeurs de taxi, ils ont l'impression qu'on va leur piquer le boulot. Mais voilà, c'est ça, vous savez. Plus nombreux. Comme le gâteau a tendance à se réduire, puisqu'on les explique qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour financer les hôpitaux, la médecine, etc., qu'il faut prendre des complémentaires, des surcomplémentaires, enfin des assurances privées. Eh bien, une partie des médecins se disent, si le gâteau se rétrécit, si on est plus nombreux, la part du gâteau pour chacun va diminuer. Il faut virer le numerus clausus. Deuxième mesure que vous préconisez. Il faut plus de médecins généralistes. Aujourd'hui, vous savez, on a besoin de spécialistes, mais en nombre sûrement plus réduit, parce que l'essentiel des besoins de la population et l'essentiel des dépenses de la sécurité sociale, ce sont ce qu'on appelle les maladies chroniques. Et pour les maladies chroniques, il faut un chef d'orchestre qui est le médecin généraliste. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins généralistes. Ils sont mal répartis sur le territoire. Et c'est pas qu'à la campagne. Vous savez, je suis en Seine-Saint-Denis. C'est une catastrophe. Bon.
Il n'y a plus de médecins sur généralistes, l'hôpital, installés. aussi, moi j'entends ça beaucoup. On va à l'hôpital pour un oui, pour un non. Dans le temps, on n'allait pas à la grippe, on n'allait pas à l'hôpital pour se faire soigner une Non, grippe. ça, c'est culpabiliser Non, les patients, alors- c'est scandaleux. Non, mais attendez, je dis que je l'entends, c'est Non, pas moi. si je peux me meurt de la permettre, grippe. si je peux me permettre, évidemment, ce débat, il a toujours existé. Oui, il y a des gens qui viennent pour rien. Pas plus tard qu'hier, j'ai suturé une dame qui s'était à peine coupée avec un couteau. J'ai pas compris pourquoi elle était là. Maintenant, faire de ces gens-là une majorité, c'est pas vrai. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, Non, une mais la grippe, majorité c'est des à gens, l'hôpital que ça se effectivement. soigne, par Alors, exemple. c'est là, je réponds à votre question, si vous le permettez. Non, la grippe, normalement, elle peut aller chez le médecin généraliste. Mais moi, il se passe quoi? Les gens, ils me disent, moi, je leur dis, parce que je sais qu'ils n'ont rien à faire aux urgences, que moi, je dois soigner le monsieur qui a une embolie pulmonaire, je dois soigner une colique néphrétique hyperalgique. Et là, je dis, mais monsieur, il me dit, mais j'ai téléphoné à mon médecin généraliste. Le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours. Le monsieur qui est coincé avec son lumbago et D'accord. qui peut plus Non, mais c'est marcher. intéressant de vous Moi, mes écouter. Enfin, collègues, donc, faut plus de confrères, médecins. médecins généralistes travaillent jusqu'à 22h30 le soir. Ils enchaînent les consultations jusqu'à 22h30, 23h. Les gens sont épuisés. Et en sus de ça, non seulement il n'y en a pas assez, ils ne peuvent pas les voir. Pour les autres, il y en a certains qui sont dans une telle précarité socio-économique que même avant ces 23 €, c'est plus possible. Donc leur dernier recours, c'est les urgences. Donc voilà tous les gens qu'on voit aux urgences. C'est tout ça. Et il n'y a aussi aucune politique de prévention qui est mise pour expliquer aux gens quand est-ce qu'on vient aux urgences, quand est-ce qu'on voit son médecin. Parce que l'objectif aussi de la T2A et de la tarification, C'est quoi la T2A? c'est que c'est la tarification à l'acte. C'est que pour eux, c'est très rentable d'avoir quelqu'un qui vient aux urgences pour juste une gastro qui va sortir avec du Spasfon et du Doliprane, parce que c'est un quart d'heure et qu'ils font aucune politique pour expliquer aux gens quand est-ce qu'on y va, pourquoi on y va, quand est-ce que c'est le 15, quand est-ce que c'est les pompiers, quand est-ce que c'est le médecin. Parce que pour eux, ça rapporte de l'argent, quitte à épuiser les soignants, quitte à faire des entrées pour rien, quitte à ce que les infirmières, les aides-soignants travaillent pour rien, parce que chaque patient qui arrive, c'est un dossier, etc. Et bien ça fait de l'acte. Donc, à un moment, on n'est pas là pour épuiser les soignants non plus. Donc, il faut retrouver un parcours de soins coordonné, correct. Et surtout, redonner des moyens à l'hôpital. Moi, quand vous posiez la question à Prud'homme, excusez-moi, j'insiste là-dessus, parce que pour tous les gens qui m'ont envoyé des centaines de milliers de messages que vous pouvez trouver sur ma page, les gens sont épuisés. Aujourd'hui, les chiffres, c'est 1/3 des internes sous antidépresseurs. Et vous savez, quand moi, j'ai une infirmière avant-hier qui me dit « Excuse-moi, est-ce que tu peux me refaire une prescription, s'il te plaît ?» Et je lui dis « Oui », et je vois ce qu'elle me demande, c'est son antidépresseur. Je ne dis rien. Personne ne dit rien, mais on comprend juste ce qui se passe. Laurent Geoffrin, est-ce que vous découvrez ce souci? Et finalement, Non, c'est je crois pas, je suis pas un spécialiste, mais c'est je François crois pas. Fillon qui a, j'allais dire, qui a insisté pendant la campagne en disant qu'il fallait changer la santé française. Oui. Enfin, il veut faire des économies surtout, je crois. Non? Parce que ils ont raison et leur expérience quotidienne est absolument irréfutable. Simplement, pourquoi les politiques ont du mal? C'est parce qu'il faut des moyens. Or, j'entends tous les jours, sur toutes les télévisions, toutes les radios, dans tous les journaux, Figaro par exemple, il y a trop de prélèvements obligatoires en France. On dit il y a trop. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On est record du monde, enfin, le Danemark est un peu plus que nous. Donc, moi, je suis pour leur donner des moyens. Mais il faut savoir que ça consiste probablement à augmenter les cotisations. Et qu'il faut, si les moyens, il faut bien les trouver quelque part. Et l'assurance maladie, il y a une dette qui est importante. Il faudra bien la rembourser un jour. Donc, il faut augmenter les moyens. Donc, tout ce discours sur la baisse des prélèvements obligatoires qu'il faudrait faire absolument est un discours qui contredit exactement les intérêts ou les problèmes qui viennent d'être exposés. Il faut comprendre ça, parce qu'autrement, on croit que la politique est déconnectée de tout. Elle n'est pas déconnectée. Pourquoi Marisol Touraine se fait engueuler? C'est parce qu'on lui dit il y a un déficit, essayez de le... tout va bien. essayez de le... Elle Non, dit elle tout dit va pas bien, et c'est non. pas exactement le discours que j'entends ce matin. Oui, mais s'il y a un déficit, on va lui tomber dessus en disant alors, il y a un déficit, vous êtes nuls. Et voilà. Ah bah, ça fait 5 ans qu'elle est au gouvernement, on n'a pas vu d'amélioration majeure en 5 ans. Mais il faut, Voilà. il faut convaincre pas seulement Marisol Touraine, elle est convaincue d'avance. mais vous savez, il faut convaincre les électeurs qui sont prêts à payer ça fait plus 30 cher. ans qu'on rencontre des ministres de la Santé, que ce soit Mattei ou Marisol Touraine. On n'a Mattei, jamais eu c'était d'écoute. durant la Mattei, canicule, c'était c'était la canicule, c'était celui qui était au bord de sa je peux piscine et qui ne se ajouter un rendait pas mot compte qu'il y avait des gens qui mouraient. Voilà, Je peux ajouter un mot. Regardez l'affaire du numerus clausus. Oui.
nos amis, ils sont contre le numerus clausus. Il faut le supprimer. Moi aussi, je trouve que c'est idiot. Mais c'est les médecins qui ont réclamé le numerus clausus à l'origine. Et si le ministre dit, il n'y a plus de numerus clausus... c'est une partie des médecins, en Ah oui, c'est une particulier partie des ceux médecins. qui prennent des dépassements d'honoraires. Oui, d'accord, Voilà, ceux qui prennent des dépassements d'honoraires et qui se payent sur la bête, quel Oui, mais patient. ça veut dire qu'il y a dans votre profession il n'y a pas les médecins. Oui, mais il faut choisir. Il n'y a pas que la ministre méchante et les gentils médecins. La politique, c'est choisir. La politique, c'est choisir. Et les politiques, ils ont choisi les médecins les plus réactionnaires qui défendent avant tout leurs intérêts particuliers et pas les patients. Oui, mais quand vous aurez Fillon, vous allez voir. Si je peux me permettre, monsieur Geoffrin, évidemment, il y a des choses qui coûtent des chiffres. Par contre... C'est pas des chiffres, c'est de l'argent. C'est de l'argent, évidemment. Par contre, quand on mène une politique qui est dans l'économie immédiate et pas... Moi, je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais dans un service d'hépato-gastro-entérologie, notamment au cours de mon internat, en fait, on nous dit, oui, il n'y a plus d'argent, donc on a... pour répondre au déficit du trou de la Sécu, comme vous en parlez. Donc on réduit le bloc opératoire. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de moyens. On réduit les blocs, on ferme des blocs de... Là, en l'occurrence, dans mon hôpital, on fermait les blocs des gens qui posaient les PAC, d'accord, pour les gens qui ont des chimiothérapies. Et résultat, comment on répondait à ça? Mes patients, on les envoyait en ambulance vers une clinique privée, vers laquelle ils vont poser le PAC, et ensuite le patient revient dans mon service. Donc ce qu'on paye pour faire des économies dans l'hôpital, c'est un trajet en ambulance, une nuit en J'allais vous clinique poser privée. cette Donc question. Ça coûte Justement, Mais est-ce c'est que pas moi l'argent qu'il est faut bien convaincre. Non, mais c'est la utilisé? logique stupide. Il faut convaincre Vous les gens qui sont expliquez. contre l'augmentation Oui, des mais impôts. l'argent, je vous explique que là, il y est, mais utilisé à mauvais escient et que ça augmente. Ça, c'était la question. Est-ce que l'argent est bien Non, l'argent utilisé n'est dans pas- l'hôpital public? Parce que nous, on est... Alors, je vais vous dire, on est quand même un peu démunis, Laurent le disait. On n'est pas des spécialistes, bien Mais non, évidemment, mais bien sûr. de l'hôpital public. Mais je veux Donc, dire, c'est très compliqué bien sûr que d'avoir un l'argent n'est avis. L'argent n'est pas bien utilisé, vous savez. Quand, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de M. Mattei, ministre en 2002, qui supprime l'obligation de la garde des médecins en ville. On lui a dit, ce type de mesure, on sait ce que ça a donné dans un certain nombre de pays. Ne soyons pas trop techniques. Non, mais c'est tout à fait simple. 12 millions de passages aux urgences en 2002, 19 millions l'an dernier. C'est-à-dire que comme les gens ne trouvent pas de médecin dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans la journée, quand vous avez 42 fièvres, vous voulez avoir le On est médecin dans la passé de journée. 12 millions à 19 millions Oui. en 12 ans. Mais oui, voilà. Oui, mais c'est- peut-être que tout Alors, le monde va également aux urgences Mais non. aujourd'hui et que c'est devenu... Les gens viennent aux réflexe. urgences par défaut. Par défaut, quand vous interrogez la raison pour les patients qui viennent aux urgences, comme le disait ma collègue tout à l'heure, Ouais. ils ont cherché, ils ont appelé un médecin. Quand ils ont un médecin traitant, ils ont appelé et le médecin leur dit mais je ne peux pas vous prendre avant plusieurs jours. Donc ils viennent par défaut aux urgences et parfois ils viennent même trop tard, en particulier les personnes Donc, faut tout âgées. réformer. Donc, et vous savez, de l'argent, il y a eu tout un débat sur le prix des médicaments contre l'hépatite C. Effectivement, quand on paye un laboratoire pour un traitement de 12 semaines 50 000 €, mais il n'y a pas d'argent effectivement, pour d'autres soins, pour d'autres choix de santé publique. Voilà, donc après, effectivement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'IAC à faucon, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on a laissé se dégrader notre système de soins depuis 30 ans. De plus en plus, on glisse vers le privé à but lucratif. Hein. Je disais tout à l'heure, on facilite aujourd'hui l'organisation d'un groupe de cliniques privées lucratives dont le siège est au Luxembourg, dans un paradis fiscal. Écoutez, il arrive un moment donné, l'argent de la sécurité sociale part dans les caisses d'un groupe d'investissement privé dont le siège est au Luxembourg. Il y a des choses à changer. J'ai l'impression que beaucoup de choses se sont dégradées depuis 30 ans, visiblement dans beaucoup de secteurs, quand on Oui, entend enfin, des il faut- intervenants de tous les secteurs. Si on regarde Mais les- Yvan Rioufol ne s'est Ouais, pas pardon. exprimé encore. Ouais, bah oui. C'est vrai que la dommage. politique libérale se heurte forcément à la réalité du terrain parfois. Écoutez, moi, je suis accablé par ce que j'entends. Ce que j'entends n'est en effet pas nouveau. Mais ce que vous nous décrivez, c'est une faillite, la faillite du service public de la santé, qui est également la faillite de la sécurité sociale. Et donc, ce qu'il y a une contradiction, malgré tout, dans ce que vous dites, c'est-à-dire que vous ne voulez pas, visiblement, si je vous entends, réformer ce service public de la santé auquel vous êtes attaché, on peut le comprendre, sauf que là, aujourd'hui, la France, les Français n'ont plus les moyens de financer continuellement un service public ouvert à tous, gratuit le plus généralement, et qui est sollicité, souvent en tout cas pour les urgences, pour des bobos bénins. Je suis allé, comme tout le monde, dans les urgences, j'ai vu qui y allait, et je me suis juré de ne plus jamais y retourner, sinon dans des urgences de cliniques privées. Et je pense que c'est ce raisonnement-là aujourd'hui Parce que vous avez les Mais moyens. oui, mais voilà, vous allez... mais voilà, Forcément. donc j'ai des Mais on va moyens. continuer le débat, mais je vous Mais propose non, mais- juste une petite virgule. Mais précisément, abordons ce sujet de savoir s'il ne peut pas aujourd'hui Et y sur avoir... le privé fera mieux que le 200 service public, c'est clair. Juste Mais non, une petite... Simplement, non, mais je ne il faudra avoir la carte je ne vitale fais et la pas carte d'idéologie là-dedans, je cherche à être pragmatique. Et Juste une je pense petite qu'il ne faut pas virgule. se fermer toutes les portes. Une petite virgule pas musicale d'ailleurs, mais une petite virgule tout court. Conclure, Yvan Rioufol.
Oui, vous disiez, j'ai peut-être les moyens d'aller dans des urgences de cliniques privées. En effet, j'imagine sans doute que j'ai davantage de moyens que ceux qui cherchent à avoir simplement une gratuité pour tout. Mais précisément, n'ayons pas de pudeur à faire payer ceux qui doivent payer pour des services privés s'ils peuvent payer des services privés. Et je pense que de rejeter d'emblée cette proposition de Fillon, puisque c'est ce qui a été abordé, de faire une différence entre ce qui relèverait du service public, ce qui relèverait de la sécurité sociale en l'occurrence, ce qui relèverait des mutuelles, ce qui relèverait des cliniques privées, ne me paraît pas être une réflexion imbécile. C'est le système américain. Allez voir les urgences à New York, si vous allez dans le bel hôpital, écoutez, vous venez de nous vous payez, ça vous serait bien reçu. Écoutez, si vous allez à l'hôpital public, soyez cohérents, vous venez de nous décrire une abomination qui dure depuis 30 ans en France, et vous nous dites que c'est abominable également aux États-Unis. Moi, je ne suis pas un spécialiste des deux, mais j'imagine qu'il peut y avoir entre le modèle que vous défendez encore, alors qu'il ne marche plus, et le modèle américain, ou en tout cas le modèle libéral. Je pense qu'il peut y avoir des ouvertures pour vous. Et je crois qu'il serait inutile, voire même stupide, de se fermer pour des seuls principes idéologiques. On va conclure ce débat. Laurent Geoffrin, et puis après, Sabrina. Il y a beaucoup de problèmes dans l'hôpital public, mais moi je défends l'hôpital public comme principe et comme pratique. Aux États-Unis, mon cher Ruffol, les dépenses de santé sont très supérieures à ce qu'elles sont en France. Et quand vous regardez les indicateurs de santé, la longévité, la santé... Au niveau du Costa Rica. Ils sont très mauvais. Est-ce que vous imaginez que vous ne cotisez pas pour la santé, vous, en France, mais vous plaisantez ou quoi? Non, vous regardez les prélèvements de la santé en France. Regardez les chiffres. Vous regardez pour qui, ce que vous payez. Regardez les chiffres de dépenses de santé par rapport au produit intérieur brut. Regardez les chiffres. Aux États-Unis, il est très supérieur. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres des États-Unis. C'est 50% de plus. Mais en tout cas, le système américain a des moins bons résultats et coûte plus cher. Si vous nous rejoignez... Alors, dans ce cas, soyez cohérents et gardez ce système-là. C'est un système qui ne fonctionne pas. Donc, il y a une aberration. Il y a une aberration à s'accrocher sur... J'ai jamais dit qu'il était en faillite. Si vous nous rejoignez à l'instant... Moi, je vous dis qu'il est en faillite. Alors, si vous Il n'y a pas de moyens. Pardon ? Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Mais non, il n'y a pas de moyens. Nous vivons une paupérisation quasi générale et également une paupérisation de l'État. Pas pour tout le monde, la paupérisation. Pas pour tout le monde. Bon, oui, d'accord, je vois quelle est votre dialectique. Mais précisément, allons sur ce terrain-là et faisons payer ceux qui peuvent payer, en effet. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes dans un débat sur l'hôpital public. Parce que nous sommes avec Sabrina Ali Benali, qui a publié sur Facebook une vidéo qui a été cliquée par 7 100 000 personnes ce vendredi, mais c'était exponentiel. Hier soir, c'était 4,9 millions, dans lequel vous décriviez votre quotidien à l'hôpital. Merci d'avoir apporté votre témoignage. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif, forcément. Non, mais je voudrais pour tout vous dire, moi, je suis effaré, comme plein de gens, de ce que j'entends depuis 5 jours et des témoignages des urgentistes. Et je me dis, s'il m'arrive quelque chose, mais il ne faut surtout pas que j'aille... L'hôpital, c'est très bien quand tu es en pleine forme. L'hôpital, et pour les soignants aussi, s'il y a un message à faire passer, parce que j'entends les soucis. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut en France? C'est partir de dire on a tel chiffre et là-dessus on va soigner les gens, ou on part du besoin qu'ont les gens de santé et on dit on organise une planification économique tenant compte de ça. Là, clairement, c'est pas possible. Mais le trou de la Sécu, la Sécu, c'est pas une boulangerie, un hôpital. Ça n'a pas une compte annuelle en disant il faut faire du chiffre. Les indicateurs de santé, les gens qu'on soigne aujourd'hui, c'est pas à la fin de l'année, tiens, l'hôpital, il a fait combien? Non, c'est des gens qui vont pouvoir aller à leur travail, qui sont en bonne santé. C'est des gens qui coûtent moins cher parce qu'on a prévenu des maladies cardiovasculaires, parce qu'on a trouvé un cancer au premier stade et que ce monsieur va pouvoir être soigné parce qu'in fine, faire des économies maintenant mortifères, ça coûte plus cher. Et que là, dans le monde aussi des soignants, plus généralement, pour résumer, d'épuiser les personnels soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les brancardiers, des gens qui ont des salaires misérables. Moi, monsieur, pour une garde de 24 heures, je suis payé moins de 200 €. Non, mais ceci est scandaleux. Mais Sabrina, si je suis François Fillon, je viens vous voir. Et je suis même ministre de la Santé. Non, mais très généralement. Parce que vous savez de quoi vous parlez. Manifestement, vous connaissez le terrain et j'ai envie de vous faire confiance. Mais plus généralement, il va faire des économies comme les autres. Mais si je peux dire, juste l'idée de dire aux gens, on n'a pas les moyens parce que c'est pas vrai. À l'heure où la fraude fiscale, c'est des milliards, des dizaines de milliards d'euros, dire aux gens, on n'a pas les moyens alors qu'on est la 5e puissance mondiale et qu'aujourd'hui on compte des chiffres de fraude fiscale tels que ça et qu'on parle de supprimer l'impôt sur la fortune alors que les infirmières, les brancardiers, les aides-soignants qui font tous les jours un travail formidable, les internes, fonctionnaires à 1 000 € par mois. Je pense qu'il ne faut pas faire.
ne faut plus s'interdire aujourd'hui, face à ces faillites successives, faillite de la santé, faillite de l'éducation nationale, faillite de beaucoup d'autres services publics. Il ne faut pas s'interdire. Non, mais j'aurais juste placé une phrase, si ça vous embête pas. Grâce au dévouement de tous ces Si ça vous ennuie pas, j'aurais juste placé une phrase, et ce sera très court. Il ne faut pas s'interdire de repenser aujourd'hui la place de l'État dans le service public. Et là, il ne faut pas s'interdire de penser à l'avenir du service public. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la place aujourd'hui pour des privatisations, pour le privé et à l'école et dans la santé. Mais c'est pas arrêtez de ne raisonnez pas avec des slogans. Ce n'est pas des slogans. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir répondre à la santé des gens et à la demande des gens. Vous ne répondez pas à la demande des gens. Essayez d'être davantage souple et pragmatique. Public, des dépassements d'honoraires. Vous avez un professeur de cancérologie qui fait payer 700 € la consultation à l'hôpital public, c'est que le système ne fonctionne pas bien. Mais c'est juste que la souplesse de l'hôpital ne doit pas dépendre de la carte bleue du patient. Si, c'est précisément un vrai débat idéologique dans lequel on refuse autre chose. On refuse autre chose que la place centrale de l'État dans tous ces domaines-là. C'est de la vraie politique. Comment on répond aux besoins de la population? Non, mais en l'espèce, ce que je soulignais, c'est qu'on a des professionnels de la profession. On les écoute, on les croit. Ce que dit Sabrina, c'est passionnant. Marisol Touraine vous a appelé, par exemple? Non. Ça serait intéressant, d'ailleurs. Pourquoi vous appelez Simplement, pas me saute aux yeux cette contradiction de ne pas vouloir sortir de ce trou dans lequel vous êtes. Génie Bastier, vous êtes muette. Comme moi. Écoutez, non, mais moi je ne suis pas une spécialiste et je ne parle pas des sujets que je ne maîtrise pas. Je n'aime pas dire. J'écoute des personnes qui sont sur le terrain et qui parlent de ce qu'ils connaissent. Moi, je ne connais pas ce sujet, donc j'ai tendance à croire qu'en effet, il y a un problème de moyens et que les logiques purement austéritaires qui consistent à dire il faut faire des économies, trouvent leurs limites en effet dans les expériences concrètes de terrain. Il ne faut pas voter Fillon alors. Arrêtez. Attendez. Vous allez revenir sur notre. Mais c'est pour ça. Moi, ce que je vous propose. C'est pour ça que le débat est faussé, parce qu'il y a trop de politique dans ces genres de sujets-là. Je suis désolé. Mais il n'y a pas trop de politique, c'est de la politique. La politique, c'est comment, quand on est malade, on peut se faire soigner. Précisément aux malades qui voudraient se faire soigner. Le malade, ce qu'il demande, c'est de pouvoir vivre dans un pays où effectivement, il y a un service public, parce que la santé, ça doit être effectivement pris en charge par la collectivité. On ne doit pas être soigné en fonction de son compte en banque. Parce que vous voyez, pour équilibrer le budget des hôpitaux, vous savez ce qu'on nous propose aujourd'hui? D'importer des malades étrangers qui vont pouvoir avoir des belles chambres. D'importer des malades? Oui, bien sûr. Le marché international de la santé, les hôpitaux publics mettent en place aujourd'hui des services particuliers pour pouvoir soigner de riches étrangers dans des belles chambres avec des beaux professeurs. Et on nous propose ça pour équilibrer effectivement les comptes des hôpitaux publics. Ce n'est pas sérieux. Et ça, c'est pas de l'idéologie, c'est de la politique libérale dont la majorité de la population ne veut pas. Est-ce que j'ai dit le contraire? C'est un service public qui n'a plus les moyens de répondre à ces... Vous lui donnez peut-être les moyens. Oui, naturellement. Mais alors, ça, ce sont des paroles verbales, pardon, Pascal Praud, mais il n'y a rien de plus simple que cette démagogie de dire qu'il faut reprendre dans la poche des autres. Enfin, écoutez. Mais je suis comme tout le monde, je pense à moi. Je me dis, si un jour je suis malade, j'ai envie d'être bien soigné. Moi, j'accepte de payer, pour un service de santé. Voilà. Oui, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui ne peut pas payer? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En effet. Donc, il faut réfléchir. Mais en revanche, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut réfléchir. en Seine-Saint-Denis, et puis vous verrez comment l'affaire est entendue pour eux. Au bout du quai. L'affaire est entendue pour eux, mais pas pour d'autres. Donc il faut réfléchir à ce entendu pour eux qu'ils peuvent mourir. Voilà, ils peuvent mourir sur le regard. Si vous mettez le débat avec de tels arguments, en effet, on n'en jamais. On arrive même à s'engueuler là-dessus. C'est fou quand même. Enfin, si ça devient privé, les riches sont avantagés par rapport aux pauvres. L'hôpital américain, c'est 100% privé? Oui, 100% privé. Donc là, on peut... Vous venez, si vous avez un gros chéquier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même avoir du personnel de maison dans votre chambre de 40 mètres carrés. Pourquoi vous dites, faut payer? On est remboursé à l'hôpital. Mais attendez, ils ont un agrément pour certaines... Attendez, ils ont l'agrément pour certaines activités, mais pour d'autres activités, c'est il faut se résoudre aujourd'hui à prendre des assurances. Mais il faut expliquer la différence entre les deux, parce que Rioufal, il n'explique pas. Oui, mais il reste 10 minutes. Si c'est privé... Eugénie est venue pour parler de Jean-Luc Mélenchon et de la politique et du débat. Si c'est privé, les gens qui payent, qui cotisent beaucoup, seront mieux soignés que les autres. Forcément. Ils sont soignés. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les États-Unis dépensent 50% de plus que nous pour leur système de santé. Mais ça n'améliore pas, effectivement, l'état de santé de la population. Vous savez, le quartier dont est originaire M. Obama, il y a des indicateurs de santé, en particulier en mortalité périnatale, qui sont les mêmes qu'en Afrique. Donc voilà le résultat. C'est-à-dire que si vous avez effectivement un beau chéquier, vous êtes blanc sur la côte Est, vous aurez les meilleurs hôpitaux du monde, mais il ne faut pas payer. Voilà. Mais par contre, si vous êtes pauvre dans un quartier de Chicago, mais c'est pas du manichéisme, c'est la vraie
vie. Les États-Unis sont au 40e rang mondial sur leur système de santé. On se fiche des Vous États-Unis. démontrez Pour tout vous pourquoi dire. ce débat est devenu un débat idéologique. Et donc, Moi, je me fiche des États-Unis. vous allez contre votre cause. Ce qui m'intéresse, c'est la situation française. Et votre témoignage est passionnant. Il devrait être peut-être plus contradictoire qu'il ne l'est, parce que vous n'êtes que tous les deux spécialistes de la santé. Il y a peut-être d'autres gens sur le terrain qui ne disent pas ce que vous dites. Et ça serait aussi intéressant de les écouter. Mais c'était intéressant également d'avoir votre éclairage. En l'occurrence, je pense qu'on a un chiffre qui montre quand même que, comme vous le dites vous-même, que c'est impressionnant. Je pense que 7 millions de reprises Je suis d'accord. dans le domaine, ça montre quand même vous allez qu'on est une revenir. majeure partie, majoritairement des soignants d'ailleurs. beaucoup On va de personnel suivre qui ce reprend. dossier. Donc, Vous êtes d'accord? Vous allez venir chez nous. Vous allez revenir chez nous. Ah, si je suis pas en garde, avec plaisir. Ah bah non, mais regarde, non. Vous allez Faudra revenir voir parce qu'on va avec suivre les ce amis, dossier. bien. Bon, on parle de la primaire. Hier soir, vous n'êtes pas endormi pendant la Si, primaire? je me suis beaucoup ennuyée, en effet. Mais bon, Oui. comme le disait Laurent Geoffroy, il y avait du débat. En effet, c'était un débat. Il y avait des idées, mais C'était pas un débat. C'était Oui, quand c'est même... tout sauf un débat. Ça, c'est Oui, il a c'était raison. non, c'était pas un débat. C'était Ouais. pas, c'était pas, c'est- Chacun le débat, était c'est pas dans son forcément de la, couloir. c'est pas forcément de la violence, hein, mais en tout cas, il y avait des idées différentes. Mais c'est vrai qu'on est quand même, on a quand même le sentiment que c'est un concours pour remporter le Parti socialiste et que finalement il n'y a plus d'enjeu présidentiel et finalement ces gens-là ne se battent pas pour être président de la République. On n'a pas le sentiment, il n'y avait pas un candidat qui avait une stature présidentielle et c'est Même assez- Manuel Valls? Même Manuel Valls, je suis désolée, mais Manuel Valls c'est un très bon, c'est un communicant. Il assène des slogans, des phrases répétées en boucle. C'est un communicant et derrière il n'a pas cette substance, il n'a pas cette hauteur, il n'y a pas de dimension présidentielle dans cette primaire de la gauche. Et on a le sentiment qu'ils en ont conscience. Je crois que c'est Jean-Luc Benamias qui a dit nous sommes tous des petits candidats. Et c'est vrai, ce sont tous des petits candidats. Et cette primaire n'est pas une primaire pour la présidentielle, c'est une primaire pour la tête du Parti socialiste. Laurent Vous voulez Geoffrin, pas qu'il y ait deux classes de candidats. est-ce que ce débat, pour vous, était à la hauteur de ce que doit être un débat pour désigner le candidat qui pourrait être au deuxième tour face à François Fillon, même si c'est compromis aujourd'hui? Que le débat soit ennuyeux, c'est un peu normal. Parce que vous avez 7 personnes, ils ont chacun 1 minute 30 à chaque fois, et ils sont obligés de donner leurs propositions. Et imaginez d'ailleurs qu'ils se soient vraiment engueulés entre eux. Alors là, on aurait dit, évidemment, la gauche est divisée, ils peuvent plus s'entendre, ils ne pourront jamais gouverner. Non, mais est-ce que vous avez ça aurait entendu été pareil. des idées, Donc, par exemple, comment est-ce que vous avez entendu des idées nouvelles? Est-ce que vous avez Oui, bien sûr, trouvé un oui. candidat qui avait justement une stature présidentielle? Bah, écoutez, vous prenez le projet de Hamon et le projet, je prends un exemple, hein, ou celui de Montebourg, bon, ils sont différents, mais c'est des projets. Quand Montebourg dit, voilà, on va s'affranchir des normes européennes, on va faire une relance, et avec un plan d'investissement, avec une politique écologique extrêmement volontaire, on va abroger la loi Ça, c'est El des Khomri. idées nouvelles. Bah, enfin, nouvelle, oui et non. En tout cas, on ne l'a pas fait jusqu'à présent. On l'a fait dans le temps, des relances, on a fait dans le temps. Et ça stature pas forcément bien. présidentielle, lorsque j'ai dit il n'y a pas de stature présidentielle à gauche. Ça, vous n'en savez rien. C'est facile de dire oui, il n'a pas la stature, mais pourquoi? En quoi ce serait forcément un mauvais président? Je vois pas. C'est pas la même on peut chose. discuter de son programme, on peut dire voilà, on peut pas dire que Valls c'est pas les qualités pour gouverner. Il a gouverné. Alors après, il a mal gouverné. Enfin, dans les périodes. Il a mal- Non, mais il a mal gouverné du point de Il a vue pas des les gens de droite. qualités, Mais dans les périodes de tension extrême qui étaient liées au terrorisme ou qui étaient liées aux opérations militaires extérieures, bon, c'est un critère de gouvernement. Ça, personne ne dit qu'il a mal gouverné dans cette circonstance-là, qui est la plus difficile, qui est la plus stressante pour un gouvernant. Alors, il y avait deux ombres qui planaient peut-être hier. Il y avait celle d'Emmanuel Macron, plutôt à droite, et puis peut-être l'ombre de Jean-Luc Mélenchon, qui planait à gauche, qui hier a annoncé ses 500 signatures. Il ira jusqu'au bout. Est-ce que, et c'est notre troisième débat, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est finalement le seul candidat de la gauche, selon vous? Ça dépend ce qu'on appelle gauche. Hein. Si la gauche, c'est comme le définit Emmanuel Macron, le progrès, mais Macron incarne cette gauche progressiste. Vous savez, il y a un livre de Jean-Claude Michéa qui vient de sortir. Michéa fait la distinction entre la gauche et le socialisme. Il dit que c'est deux choses totalement différentes. La gauche, c'est le progrès, c'est le progressisme, c'est-à-dire le culte effréné de l'extension des droits individuels, sans remise en question forcément de l'économie de marché. Et le socialisme, c'est la critique du capitalisme et la remise en question de l'économie de marché. Aujourd'hui, il y a ces distinctions-là. Mélenchon incarne le socialisme, puisqu'il remet en question le capitalisme financier. Et Emmanuel Macron incarne la gauche
tel que c'est conçu comme le parti du mouvement contre le parti de la conservation, du conservatisme, et le parti du progressisme. Donc on a aujourd'hui 2 candidats, le candidat de la gauche, Emmanuel Macron, et le candidat du socialisme, Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, le Parti socialiste au milieu a bien de la peine à exister, et le Parti socialiste incarnait cette synthèse impossible et contradictoire entre la gauche et le socialisme, qui en fait est une synthèse impossible. Donc finalement, comme le PS a explosé, ou a implosé, et en revanche, ces 2 courants sont pris aujourd'hui par Macron et par Mélenchon. Oui, mais quand on dit que Macron n'est pas de gauche, c'est pas vrai. Enfin, moi, je suis désolée, Macron est de gauche, c'est un progressiste. Et quand on dit, mais par contre, le socialisme, le Parti socialiste ne mérite plus le qualificatif socialiste. Et Mélenchon le récupère, puisqu'il est vraiment, on peut critiquer ses idées, ne pas être d'accord, mais en tout cas, il est dans une vraie critique radicale du capitalisme financier, et il se dit profondément socialiste. Écoutez ce qu'a dit Juste Montebourg sur, ça a peut-être été un des moments les plus forts hier soir, sur ce monsieur X, Arnaud Montebourg a qualifié comme cela Emmanuel Macron. Je crois que nous aurons d'abord à rassembler l'ensemble des forces sur le contenu, le projet. Et quand je dis l'ensemble des forces, c'est Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, monsieur Emmanuel Macron. J'ai beaucoup de sympathie à titre personnel, il m'a succédé à Bercy. Mais je n'ai toujours pas compris ce qu'il était. Pour moi, il est un peu monsieur X. Est-il de droite? Est-il de gauche? Que veut-il? Il fait des compliments à Valéry Giscard d'Estaing, parfois à Philippe de Villiers, parfois il va dans la Nièvre pour saluer François Mitterrand. Bref, j'ai besoin de comprendre, mais nous avons encore le temps. Qui est Emmanuel Macron? C'est la question, Yvan Rioufol. C'est le concurrent direct de ces socialistes-là que l'on a vu hier s'inquiéter beaucoup, effectivement, pour leurs abattis. Et ils ont raison, parce qu'on a vu hier 7 personnages en quête de hauteur, et surtout 7 personnages d'abord habillés en deuil, ce qui était peut-être assez révélateur. Enfin, ils étaient tous en noir. Tous les hommes sont habillés en bleu marine. Écoutez, il y avait quand même ce côté statique et un peu crépusculaire. En veste rose ou il y jaune, avait un côté même, statique et crépusculaire qui symbolisait quand même assez bien ce qui est devenu, de mon point de vue, le socialisme. Alors, je pense que je ne suis pas le seul à partager ce point de vue-là. Et Macron a fait cette analyse, en effet, que le socialisme s'effondre et que le progressisme dont il se réclame est porteur d'une dynamique, et incontestablement, il est porteur d'une dynamique. Et donc, en même temps, c'est vrai que rien n'est fait, tout peut encore changer, mais donc il se place avec Mélenchon d'un autre côté, comme étant les 2 pôles d'une gauche réformiste d'un côté et d'une gauche plus communiste, moi, de mon point de vue, que socialiste avec Mélenchon, car malgré tout, ce sont quand même encore les fondamentaux marxistes qui l'habitent. Je ne suis pas un grand spécialiste du mélenchonisme, mais il me semble quand même que ces fondamentaux sont assez rudes. Il ne veut pas abolir la propriété privée. Pardon ? Il ne veut pas abolir la propriété privée. Non, mais il est privée. encore dans la lutte, dans la dialectique de la lutte des classes, etc. Ses propos contre les riches sont aussi caricaturaux que ceux qu'on pouvait entendre à l'époque. Prochain débat dimanche sur iTélé, prochain débat de la primaire. Oui, bon, je ne me précipiterai pas cette fois-ci, parce que là, je me suis bien ennuyé pour vous, à cause de vous, parce que je m'étais juré de le voir ce débat, mais vous n'avez pas interrogé dessus en plus, donc vraiment, j'aurais pu en faire l'économie. Je suis désolé, mais vous avez eu un temps de parole plus long sur l'hôpital public, c'est pour ça qu'on n'a pas pu évoquer ce débat. Mélenchon sera devant, à votre avis, le candidat du PS? C'est rien du tout. Ça me paraît évident. Bon. Et vous savez, rien n'est écrit. Et on peut même imaginer un second tour qui soit Mélenchon-Le Pen. Ça peut aussi arriver. Mais vous savez, arithmétiquement, c'est compliqué. On dit que la gauche s'effondre et que le pays s'est droitisé extrêmement, mais quand on voit le total gauche dans les sondages, il est quand même à plus de 40%. Oui. Donc il faut relativiser un peu, je crois, l'espèce de droitisation du pays généralisée. Il y a une gauche qui le Parti socialiste s'est effondré et détruit, mais il y a la gauche qui est toujours là. Alors, il y a Macron et Mélenchon. C'est déjà demain. Très vite, c'est déjà demain. Laurent Geoffrin va. Mais j'ai oublié. Vous avez oublié. Ben oui, vous n'avez pas mes textos. Il n'y a pas un bouquin, un cinéma ce week-end. C'est déjà demain, Yvan Rioufol. Alors attendez, j'avais trouvé. Bon, d'accord. Alors dans le Figaro Magazine qui paraît ce week-end, il y a les bonnes feuilles d'un livre que fait paraître Monsieur Bensoussan, qui avait déjà sous votre contrôle, qui avait déjà fait paraître en 2002 les territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République, et qui décrit d'une manière accablante ce qui est devenu aujourd'hui le séparatisme culturel, dans les cités. C'est déjà demain, toujours politique avec Yvan Rioufol, forcément. C'est déjà demain. Alors moi, je vous conseillerais de lire le Figaro aujourd'hui. Oui. Je suis corporate parce que on a fait un débat entre justement Jean-Claude Michéa et Laetitia Chauche-Bonnard sur une question qui est d'actualité pour la présidentielle. C'est peut-on être libéral et conservateur en même temps, ou est-ce que c'est contradictoire ?
Voilà une bonne Ah non, question. ça l'est certainement merci, Sabrina. Il ira débat, Ben- chérie. Merci Sabrina Ali Benali et merci à Christophe Prudhomme. Vos témoignages étaient passionnants et je vous propose que vous reveniez régulièrement pour nous dire comment va l'hôpital public en France. Merci à Claudie Jacquin qui prépare cette émission et qui vous invite tous les jours. Merci également à Stéphanie Chardavoine. L'info se poursuit sur iTélé.